Imaginez que vous êtes un sénateur romain traversant la Suburra, le quartier des plaisirs infâmes de Rome, lorsque vous remarquez une silhouette familière en train de servir des clients dans un lupanar ordinaire. Votre sang se glace lorsque vous reconnaissez les traits délicats sous le maquillage bon marché. Ce n'est pas n'importe quelle prostituée, c'est Valeria Messaline, impératrice de Rome, épouse de l'empereur Claude, qui se dégrade volontairement pour le frisson de rencontres anonymes avec les citoyens les plus bas de la ville. Ce n'était pas une femme désespérée forcée à la prostitution, c'était la femme la plus puissante de l'Empire romain, qui s'échappait du palais la nuit pour rivaliser avec les prostituées ordinaires, déterminée à prouver qu'elle pouvait surpasser n'importe quelle femme en endurance sexuelle. Vous pensez connaître la décadence romaine? Ce que vous allez découvrir sur Messaline fera passer Caligula pour un enfant de cœur, car la troisième impératrice de Rome n'a pas seulement abusé de son pouvoir, elle a wéaponisé sa sexualité d'une manière qui terroriserait un empire entier et scellerait finalement son propre sort horrible. En l'an 38 de notre ère, Rome célébrait ce qui semblait être le mariage impérial parfait. Valeria Messaline, à peine âgée de 15 ans, épousa l'empereur Claude lors d'une cérémonie qui symbolisait tout ce que les Romains valorisaient: noblesse, fertilité et continuation des lignées divines. Elle était tout ce qu'une impératrice devait être: jeune, belle, issue d'une ancienne famille patricienne et capable de fournir à l'Empire des héritiers légitimes. Claude, de 13 ans son aîné, et physiquement handicapé par ce que la médecine moderne reconnaît comme une paralysie cérébrale, semblait reconnaissant d'avoir obtenu un tel trésor. Les récits contemporains décrivent Messaline comme possédant la beauté romaine classique: peau pâle, cheveux d'or et traits raffinés, marquant une ascendance aristocratique. Elle accomplissait parfaitement ses devoirs impériaux, donnant à Claude 2 enfants et apparaissant aux fonctions d'État avec une dignité appropriée. La société romaine fonctionnait sous des codes moraux stricts qui divisaient les femmes en catégories rigides. Les épouses et mères vertueuses occupaient le plus haut rang, tandis que les prostituées et les artistes se trouvaient au bas de la hiérarchie sociale. Une impératrice était censée incarner la vertu féminine si complètement que même des rumeurs d'indiscrétion pouvaient déstabiliser le gouvernement. Le contraste entre l'attente publique et la réalité privée rendait le comportement de Messaline non seulement scandaleux, mais véritablement dangereux pour la stabilité impériale. Mais derrière les murs de marbre du palais du Palatin, quelque chose de bien plus sombre se développait. La jeune femme qui souriait gracieusement lors des cérémonies religieuses et organisait des dîners dignes était secrètement en train de planifier des aventures nocturnes qui choqueraient même les aristocrates romains blasés, qui pensaient avoir vu toutes les formes d'excès imaginables. La transformation commença subtilement durant la première année de Messaline en tant qu'impératrice, lorsque les serviteurs du palais commencèrent à remarquer des changements étranges dans son comportement. Elle renvoyait ses gardes à des heures inhabituelles, prétextant la fatigue, puis sortait de ses appartements vêtus de vêtements simples qui dissimulaient son identité. Au début, ses errances nocturnes semblaient être une rébellion inoffensive, une jeune femme cherchant l'aventure en dehors des protocoles étouffants de la vie palatine. Mais les excursions de minuit de Messaline évoluèrent rapidement d'une évasion innocente vers quelque chose de bien plus calculé et troublant. Elle commença à étudier les routines des prostituées de Rome, apprenant leurs techniques, leur territoire et leurs clients. Ce n'était pas une observation occasionnelle. Elle menait des recherches avec la précision méthodique d'une campagne militaire. Le premier incident documenté eut lieu durant la fête des Saturnales de 40 de notre ère, lorsque les rôles sociaux étaient temporairement inversés et les restrictions morales normales relâchées. Pendant que Claude assistait à des cérémonies religieuses, Messaline se déguisa en citoyenne ordinaire et s'aventura dans le quartier de la Suburra. Ce qui avait commencé comme une curiosité sur la vie des Romains ordinaires devint une obsession de prouver sa supériorité sexuelle sur les professionnels du divertissement. L'historien contemporain Tacite
rapporta des contes chuchotés d'initiés du palais qui découvrirent la tromperie de Messaline. Elle avait approché un tenancier de lupanar, offrant de travailler anonymement pour une seule nuit. Le propriétaire, ignorant sa véritable identité, accepta ce qui semblait être une femme aristocratique cherchant de l'excitation. Mais la performance de Messaline cette nuit-là dépassa tout ce que l'établissement avait vu. Elle servit plus de clients que leurs travailleuses les plus expérimentées, affichant un appétit qui choqua même les professionnels habitués aux demandes extrêmes. Lorsque l'aube approcha et que les autres prostituées arrêtèrent de travailler, Messaline refusa de partir. Elle exigea plus de clients, plus de défis, plus d'opportunités de démontrer qu'une impératrice pouvait surpasser n'importe quelle prostituée ordinaire. Le tenancier la força finalement à partir. Mais le mal était fait. Messaline avait découvert sa véritable vocation. En quelques mois après sa première expérience dans un lupanar, Messaline avait développé une approche systématique de ses activités nocturnes qui révélait l'esprit calculateur derrière sa folie apparente. Elle établit un réseau de serviteurs de confiance qui la faisaient sortir en douce du palais, arrangea des déguisements qui transformaient complètement son apparence et créa de fausses identités qui lui permettaient de circuler librement dans l'économie sexuelle souterraine de Rome. Mais la simple prostitution n'était pas suffisante pour satisfaire la nature compétitive de Messaline. Elle commença à organiser des concours entre elle et les courtisanes les plus renommées de Rome, pariant d'énormes sommes sur sa capacité à servir plus de clients en une seule nuit que n'importe quel professionnel. Ces compétitions n'étaient pas des affaires privées. Elles attiraient des audiences de Romains fortunés qui se rassemblaient pour regarder leur impératrice se dégrader pour leur divertissement. La plus infâme de ces compétitions eut lieu en 41 de notre ère, lorsque Messaline défia Sylla, la prostituée la plus célèbre de Rome, dans un concours d'endurance. Les règles étaient simples. Celle qui servirait le plus de clients entre le coucher et le lever du soleil gagnerait une fortune en or. La noblesse romaine emplit le lieu, plaçant des paris tout en regardant l'épouse de leur empereur rivaliser comme un gladiateur dans une arène de chair. Sylla, une professionnelle avec des années d'expérience, se ménagea soigneusement tout au long de la nuit. Elle avait développé des techniques pour gérer les clients efficacement tout en conservant ses forces pour la longue compétition à venir. À l'aube, elle avait servi 25 clients et se déclara épuisée mais victorieuse. Messaline ne faisait que commencer. Même après que Sylla eut concédé la défaite, l'impératrice continua à accepter de nouveaux clients, poussée par une compulsion qui allait bien au-delà d'un simple appétit sexuel. Les récits historiques suggèrent qu'elle servit finalement plus de 50 hommes cette nuit-là, n'arrêtant que lorsque plus aucun volontaire ne put être trouvé. Sa victoire ne fut pas célébrée. Elle fut observée dans un silence horrifié par des Romains qui réalisaient qu'ils assistaient à quelque chose d'inédit et de profondément troublant. Les implications psychologiques étaient stupéfiantes. Ce n'était pas une femme désespérée forcée à des circonstances dégradantes. C'était la femme la plus puissante du monde, choisissant l'humiliation comme divertissement. Messaline avait découvert que son statut impérial rendait l'avilissement plus excitant, et non moins. Plus le contraste était grand entre sa dignité publique et sa dégradation privée, plus son satisfaction était intense. Mais ces compétitions publiques n'étaient que le début de la descente de Messaline, dans une perversion systématique qui menacerait finalement la stabilité de tout le gouvernement romain. Mais si vous pensez que les concours de prostitution de Messaline étaient choquants, vous n'êtes pas préparé à ce qui arriva lorsqu'elle décida de rendre ses obsessions sexuelles permanentes. Ce que je vais décrire va faire paraître tout ce que vous venez d'entendre comme une expérimentation innocente en comparaison avec l'opération systématique qu'elle planifiait. Avant de plonger dans la partie la plus troublante, abonnez-vous et cliquez sur le bouton like si vous pouvez supporter ce qui va suivre. Et commentez définitivement ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que des gens à travers le monde soient connectés par la même curiosité pour les parties les plus sombres de l'histoire humaine. La phase suivante transformerait l'impératrice de Rome
en quelque chose de bien plus dangereux qu'une compétitrice sexuelle. En 42 de notre ère, Messaline franchit une ligne qui la transforma d'impératrice scandaleuse en véritable menace pour la sécurité impériale. Elle établit ce que les historiens appelleraient, plus tard, l'entreprise criminelle la plus audacieuse de l'histoire romaine. Un lupanar haut de gamme, opérant sous protection impériale, staffed par des femmes aristocratiques et servant les hommes les plus puissants de la ville. L'opération était cachée à la vue de tous dans une villa luxueuse, près des marais du campus, déguisée en club privé pour des rassemblements sociaux élites. Messaline utilisa son autorité impériale pour recruter des participantes, faisant essentiellement chanter des femmes nobles pour qu'elles rejoignent son établissement sous menace de ruine politique ou financière pour leur famille. Ce qui semblait être une participation volontaire était en réalité une coercition soutenue par toute la puissance du trône impérial. Le génie criminel de Messaline résidait dans sa sélection de clients. Plutôt que de servir des clients aléatoires comme les prostituées ordinaires, elle ciblait délibérément des sénateurs, des commandants militaires et des marchands riches qui possédaient des informations précieuses pour les intérêts impériaux. Chaque rencontre était documentée par des serviteurs cachés qui enregistraient les conversations, identifiaient les faiblesses et rassemblaient des renseignements que Messaline pouvait utiliser plus tard pour des manipulations politiques. L'impératrice avait essentiellement créé une opération piège à miel qui faisait d'elle l'une des personnes les mieux informées de l'Empire romain. Elle savait quels sénateurs prévoyaient de s'opposer aux politiques impériales, quels commandants militaires nourrissaient des pensées traîtresses et quels marchands évitaient les taxes ou faisaient de la contrebande. Ce réseau d'informations lui donna un pouvoir inédit sur les hommes mêmes qui auraient-ils dû gouverner l'Empire aux côtés de son mari. Ses méthodes étaient sophistiquées et psychologiquement dévastatrices. Elle identifiait des cibles par une observation attentive lors de fonctions d'État, puis arrangeait pour qu'elles soient invitées à des rassemblements exclusifs dans sa villa. Une fois à l'intérieur, les invités se voyaient offrir des divertissements de plus en plus exotiques, culminant en rencontres avec des femmes aristocratiques dont l'identité n'était révélée qu'après que des actes compromettants aient été accomplis et documentés. L'impact psychologique sur ces victimes était calculé et cruel. Découvrir qu'ils avaient engagé, sans le savoir, avec l'impératrice elle-même ou avec les épouses et filles de leurs alliés politiques, créait des couches de chantage qui assuraient un silence et une obéissance absolue. Messaline avait transformé la honte sexuelle en contrôle politique, créant un réseau d'officiels compromis qui n'osaient pas s'opposer à ses souhaits. Mais l'aspect le plus troublant de son opération était la façon dont elle corrompait les relations fondamentales qui maintenaient la société romaine unie. Elle forçait des femmes aristocratiques à trahir leur classe, contraignait des leaders politiques à agir contre leurs principes et transformait les liens sacrés du mariage et de la famille en outils de manipulation et de contrôle. Des ambassadeurs étrangers commencèrent à rapporter d'étranges irrégularités dans les décisions politiques romaines qui semblaient favoriser des individus spécifiques sans explication logique. Des nominations militaires allaient à des candidats non qualifiés qui possédaient inexplicablement le soutien de l'impératrice. Des accords commerciaux bénéficiaient à des marchands qui n'avaient aucun lien apparent avec les intérêts impériaux. Le processus de prise de décision de l'Empire avait été discrètement subverti par une tenancière de lupanar qui se trouvait être mariée à l'empereur. Même cette corruption systématique n'était rien comparé à ce qui arriva lorsque Messaline décida que opérer dans le secret n'était plus assez excitant. En 44 de notre ère, l'appétit de Messaline pour le pouvoir et la perversion avait grandi au-delà de tout ce qui pouvait être satisfait par des opérations secrètes. Elle commença à organiser des orgies publiques élaborées qui servaient à la fois de divertissement et de théâtre politique, forçant l'élite de Rome à participer à des spectacles dégradants qui cimentaient son contrôle sur le leadership de l'Empire. Ces événements n'étaient pas des fêtes spontanées, mais des displays d'imperial power soigneusement orchestrés déguisés en festivals religieux.
Messaline prétendait honorer divers dieux et déesses, exigeant la présence de sénateurs, de leurs épouses et d'autres officiels de haut rang sous prétexte d'accomplir des devoirs civiques. Ce qui commençait comme des observances religieuses formelles se transformait progressivement en scènes d'humiliation sexuelle systématique. L'impératrice avait développé des techniques pour escalader progressivement ces rassemblements de cérémonies dignes vers quelque chose de bien plus sinistre. Elle commençait par des rituels traditionnels, puis introduisait des éléments de plus en plus intimes, prétendus être des pratiques anciennes authentiques. Au moment où les participants réalisaient ce qui se passait, ils étaient déjà trop compromis pour objecter, sans admettre leur propre participation à des activités qui violaient tous les principes de la moralité romaine. La manipulation psychologique de Messaline atteignit son apogée lors de ces événements. Elle comprenait que forcer des aristocrates, hommes et femmes, à se dégrader publiquement créait des liens de honte partagés qui les empêchaient de s'opposer plus tard à son autorité. Tous ceux qui participaient devenaient complices dans le maintien de la fiction, que ces rassemblements étaient des observances religieuses légitimes plutôt que des fêtes sexuelles impériales. Les récits les plus horrifiants décrivent Messaline forçant des rivaux politiques à performer les uns avec les autres pendant qu'elle regardait et commentait. Des sénateurs qui s'étaient opposés aux politiques impériales se retrouvaient nus et dégradés devant leurs collègues, leur dignité détruite et leur autorité compromise à jamais. Elle avait découvert que l'humiliation sexuelle était plus efficace que l'exécution pour neutraliser l'opposition politique. Mais peut-être le plus troublant était la façon dont Messaline commença à incorporer des participants plus jeunes dans ces événements. Les archives du palais suggèrent qu'elle recruta des fils et filles adolescents de familles prominentes, prétendant que leur participation était nécessaire pour l'authenticité religieuse. Ces jeunes gens, élevés pour obéir à l'autorité impériale sans question, devinrent des participants involontaires à leur propre exploitation. L'impératrice avait créé un système où s'opposer à elle nécessitait d'admettre une participation à des activités qui détruiraient des lignées familiales entières. Les parents ne pouvaient pas protéger leurs enfants sans confesser leur propre implication. Les leaders politiques ne pouvaient pas exposer ces crimes sans révéler leur propre complicité. Elle s'était essentiellement rendue intouchable par un chantage systématique qui englobait toute la classe dirigeante romaine. Des observateurs étrangers commencèrent à noter le comportement étrange des officiels romains lors de négociations diplomatiques. Des sénateurs précédemment confiants semblaient nerveux et soumis. Des commandants militaires paraissaient distraits et craintifs. Le leadership de l'Empire avait été psychologiquement brisé par une impératrice qui comprenait que la honte sexuelle était plus puissante que la force militaire pour contrôler le comportement humain. En 48 de notre ère, l'obsession de Messaline pour le pouvoir et le scandale atteignit son expression ultime lorsqu'elle commit un acte si inédit qu'il choqua même des Romains habitués à l'excès impérial. Pendant que l'empereur Claude était absent à Ostie pour superviser des expéditions de grains, Messaline organisa une cérémonie de mariage complète avec Gaius Silius, un jeune sénateur handsome qu'elle poursuivait depuis des mois. Ce n'était pas une affaire secrète ou un rituel symbolique. C'était un mariage romain légal complet avec cérémonie religieuse, témoins officiels et contrat formel. Messaline s'était essentiellement déclarée divorcée de l'empereur et remariée à un autre homme tout en conservant le titre d'impératrice. Les implications légales et politiques étaient stupéfiantes, car le droit romain reconnaissait son nouveau mariage comme légitime, tandis qu'elle restait simultanément l'épouse de Claude. La célébration du mariage devint une orgie de plusieurs jours, qui inclut la plupart de l'aristocratie romaine, restante non corrompue, forçant enfin même ses alliés les plus compromis à reconnaître que Messaline avait franchi le pas vers une rébellion ouverte contre l'autorité impériale. Elle avait arrêté de prétendre que ses activités étaient des indulgences privées ou des observances religieuses.
C'était un défi direct à l'autorité de l'empereur et à la stabilité de l'empire lui-même. L'état psychologique de Messaline durant cette période suggère une déconnexion complète de la réalité. Elle commença à se référer à Silius comme empereur et à elle-même comme son impératrice, croyant apparemment qu'elle pouvait simplement remplacer Claude par la force de sa volonté et la compliance de ses victimes de chantage. Elle commença à émettre des ordres au nom de Silius et à planifier une cérémonie de couronnement formelle qui légitimerait leur règne. Le jeune sénateur, initialement flatté par l'attention de l'impératrice, se retrouva piégé dans un cauchemar d'ambition impériale et d'obsession sexuelle. Il était devenu le point focal du fantasme ultime de Messaline, non seulement la domination sexuelle, mais une transformation politique complète de l'Empire romain selon sa vision pervertie. Les récits historiques suggèrent qu'il commença à planifier des routes d'évasion, réalisant trop tard qu'il était devenu un pion dans son jeu mortel. Pendant ce temps, Claude resta ignorant du mariage de son épouse jusqu'à ce que des affranchis loyaux risquent leur vie pour l'informer de la crise. La réaction initiale de l'empereur fut l'incrédulité. Même pour Messaline, la bigamie en tenant une charge impériale semblait impossible. Mais à mesure que les preuves s'accumulaient, incluant des témoignages de témoins et des documents officiels, Claude réalisa qu'il faisait face non seulement à une trahison personnelle, mais à une potentielle guerre civile. La confrontation fut rapide et brutale. Claude revint à Rome avec des troupes loyales et confronta Messaline dans les jardins où elle célébrait son nouveau mariage. Les récits contemporains décrivent ces derniers moments comme un mélange de défi et de terreur. Alors qu'elle réalisait que son réseau de chantage et de contrôle sexuel avait enfin rencontré une force plus forte que la honte, l'instinct de survie impériale. L'exécution de Messaline fut rapide, mais son effacement fut systématique. Claude ordonna que son nom soit retiré de tous les monuments publics, ses images détruites et sa mémoire condamnée par la damnatio memoria. Un oubli officiel qui rendait toute discussion de son existence traîtresse. L'impératrice qui avait utilisé le pouvoir sexuel pour contrôler un empire fut elle-même contrôlée par l'expression ultime du pouvoir d'État. Sa mort marqua la fin d'une ère où les scandales sexuels avaient presque remplacé la compétence politique comme force motrice de la gouvernance impériale. Si cette exploration des expressions les plus sombres du pouvoir vous a laissé vous interroger sur quelles autres vérités enfouies se cachent dans les ombres de l'histoire, cliquez sur la vidéo apparaissant sur votre écran maintenant pour découvrir un autre chapitre choquant que les autorités ont essayé d'effacer. Abonnez-vous pour continuer à découvrir les réalités horrifiantes derrière les mensonges les plus soigneusement construits de la civilisation.